Et il y a un an, le 7 octobre prochain, que la guerre a éclaté à Gaza après une expédition punitive terroriste épouvantable qui a fait plus de 1000 morts en territoire israélien. Tout ça, gracieuseté du Hamas. Le Hamas est basé à Gaza. Gaza, c'est un territoire enclavé. Autre cliché, c'est une prison à ciel ouvert. Guillaume Lavallée, journaliste québécois, a travaillé pour l'agence France-Presse dans cette région du monde, signe un livre, ma foi, magnifique, instructif aussi, sur ce qu'était Gaza avant cette attaque du 7 octobre, l'attaque qui a tout changé pour les Gazaouis. Ça s'intitule Gaza avant le 7, carnet d'un siège. Guillaume Lavallée, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? J'avais commencé à travailler sur le livre avant le 7 octobre dernier pour essayer de raconter comment on vit à Gaza sous siège, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de livres sur le conflit israélo-palestinien qui étaient historiques, politiques, puis que c'était difficile de rencontrer la réalité, vraiment le quotidien des gens. Et je me suis dit, il faut que, avec tous les reportages que j'avais faits, il faut que je mette ça ensemble pour essayer d'expliquer vraiment qu'est-ce que vivre sous un siège au 21e siècle. Plongez dans vos souvenirs, plongez dans ces souvenirs qui sont consignés dans ce livre Gaza avant le 7, Guillaume Lavallée, et donnez une tranche de vie aux gens qui nous écoutent là, de ce qu'était Gaza avant le 7 octobre. En fait, j'ai essayé de... Il y a 4 éléments, je vais dire. Parce que quand on vit sous siège, il y avait la question de la terre. Vous ne pouvez pas traverser une frontière. Okay? Vous ne pouvez pas... Si vous êtes pêcheur, moi j'aime pêcher. Okay? Si vous êtes pêcheur, vous ne pouvez pas aller trop loin en mer. Le soir, quand vous voulez dormir, il y a des drones sous votre tête. Et puis tout ça fait une espèce de cocktail pour la santé mentale qui est assez toxique. Donc, j'ai essayé de raconter par ces différents biais comment on vit au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, j'ai des amis qui étaient à Gaza qui ne peuvent pas quitter Gaza. Et donc, des fois, il fallait passer des passeurs pour quitter. On peut sortir, mais il faut payer. Oui, mais côté égyptien, c'est 1500 $ US par personne, aller-retour, parfois. Donc, si vous êtes une famille de 4, ça fait 6000 US par année. Ça veut dire que c'est plus que le salaire annuel d'une famille. Okay? Par exemple, les pêcheurs en mer, j'ai passé une nuit avec les pêcheurs en mer. Les pêcheurs, les moteurs ne rentrent plus à Gaza parce qu'il y avait toujours la crainte qu'un moteur neuf allait être utilisé par le Hamas, confisqué par le Hamas, puis ils vont faire un speedboat. Avec un speedboat, ils vont traverser côté israélien. Quoi que ce soit. Donc, les pêcheurs avaient des espèces de vieux bateaux craquant de partout. Et s'ils avancent trop loin en mer, l'armée israélienne est là aussi. Donc, il y avait toujours les risques pour la pêche. Et donc, il y a un ensemble de choses où le conflit s'infiltre dans le quotidien, que c'est pas juste Hamas versus Israël, c'est que ça rentre dans le quotidien des gens, sur les drones, les enfants qui dorment pas la nuit. Je veux dire, vous avez de l'école le lendemain matin. La nuit, il y a le son des drones sur vous. Les parents ne savent pas comment calmer les enfants. Donc, c'est aussi ça, la vie. Vous décrivez le son de ces drones comme un bruit perpétuel de tondeuse à gazon. Oui. Mais c'est vrai parce que moi, je dormais à Gaza. Quand j'allais à Gaza, je dormais même le soir. C'était fascinant. J'avais le sentiment que si j'étais à Montréal, mon voisin tondait sa tondeuse à gazon à l'étage au-dessus, non-stop. Vous décrivez aussi une scène, vous êtes en 2014, il y a eu des frappes. C'était pas la guerre ouverte encore, mais on sait là, qu'il y a souvent eu des heurts entre le Hamas qui lance ses roquettes et Israël qui réplique, d'un enfant, Yamin. Yamin qui a 3 ans, ses parents sont tués dans la frappe. Et c'est une scène à briser le cœur. Vous humanisez, dans le fond, ce conflit-là qui est fait de statistiques. Il est fait de statistiques parfois pour nous, mais pour ceux qui le vivent, c'est pas des statistiques. Non. Donc, c'est un quotidien. Puis, le garçon dont vous parlez, en fait, je l'avais rencontré en 2014 parce que c'est la guerre Israël-Hamas, la 3e, en fait. On avait accès, comme journaliste étranger, on avait accès à ce moment-là à Gaza. J'y étais pour l'AFP. Et des années plus tard, j'ai essayé de le retrouver. Qu'est-ce qu'un gamin dont toute la famille était décimée? Comment on fait pour grandir comme gamin? Puis 5 ans plus tard, j'avais retrouvé à Gaza. Puis essayer de voir comment il reconstruisait sa vie. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, il n'était pas tout seul. Il y avait des centaines, des milliers de gamins qui sont à peu près dans la même situation que lui. Puis présentement, j'imagine qu'il va en avoir des milliers d'autres. Est-ce que vous avez des contacts avec les gens que vous côtoyiez à l'époque à Gaza depuis la guerre qui a commencé l'année passée? Oui, j'ai des contacts avec certaines personnes. Il y a d'autres personnes que j'ai plus contact, d'autres avec qui j'étais en contact. Un ami encore cette semaine avec qui on parlait, qui a eu la chance de pouvoir quitter.
que des enfants qui ont pu quitter vers l'Égypte, mais dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école présentement parce que même s'il y a eu un an de guerre, après, ils sont en Égypte, ils n'ont pas le statut de résident en Égypte, donc ils ne peuvent pas aller à l'école dans le pays qui les accueille maintenant. Guillaume Lavallée, dans ce livre-là, vous êtes dans la description. Vous humanisez les gens de Gaza, qui ne sont pas tous des militants du Hamas. Mais j'ose vous demander une analyse, puisque vous avez travaillé là. Ce qui me frappe quand on regarde ce conflit-là, d'abord, c'est la haine des deux côtés. Et de l'autre truc qui me frappe, c'est comment les extrêmes semblent avoir besoin des uns des autres. Les extrêmes du côté israélien, puis les extrêmes du côté des islamistes du Hamas notamment et du Hezbollah aussi. Bien, c'est une excellente question parce que j'ai passé quand même, quand j'allais à Gaza, je rencontrais quand même les gens de la direction du Hamas. C'est des gens avec qui j'ai, comme journaliste, avec qui je parlais. Côté israélien, j'ai parlé avec des gens très haut placés aussi. C'est ça mon travail. Ce qui est fascinant, c'est de voir que si vous regardez, par exemple, l'opération l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, c'est quoi son nom? Déluge et l'accent. Pourquoi l'accent? Parce que l'accent, c'est les lieux saints musulmans à Jérusalem. Okay. Pourquoi le Hamas fait une telle focalisation sur cette question-là? Parce que c'est dans son idéologie religieuse, c'est un mouvement religieux. La défense de Jérusalem, c'est dans son acte fondateur. Mais de l'autre côté israélien, il y a aussi l'extrême droite israélienne qui veut détruire les lieux saints musulmans de Jérusalem pour construire le nouveau temple pour les Juifs. Qui veut se les approprier. Ça aussi, c'est l'extrémisme. Exactement. Et là, on a la montée des deux extrémistes dans les dernières années qui s'alimentent mutuellement. Puis je pense que quand le nouveau gouvernement Netanyahou est arrivé au pouvoir en 2022 avec des gens de l'extrême droite israélienne dans le gouvernement, des gens qui étaient clairement, qui voulaient reprendre les lieux saints musulmans de Jérusalem à leur compte, c'est pas l'opinion de la majorité des Israéliens du tout. C'est une fraction, mais cette fraction-là est arrivée au gouvernement. Je pense que du côté du Hamas, parce que j'étais à Gaza à ce moment-là, j'ai vu que de leur côté, il y allait avoir un jour une réaction. J'avais pas l'idée que ça allait être comme le 7 octobre, mais clairement, on sentait qu'il y allait avoir quelque chose un jour là-dessus. Et vous l'écrivez, le Hamas a fort probablement commis cet attentat épouvantable, la plus grande tuerie de Juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale, en sachant très bien que ça allait être dévastateur pour Gaza. Moi, je peux pas comprendre qu'on puisse faire une telle attaque sans penser que le lendemain, ça va taper sur nous. Je me souviens, le 8 octobre, j'entendais des gens à Gaza qui disaient ça va aller, on va être correct, mais je savais que dans leur voix, ils savaient que ça allait pas aller. Je me souviens d'avoir été dans un studio, on parlait, quelqu'un m'a dit ça va être terrible. J'ai dit attends-toi qu'il y ait au moins 15 000 morts à Gaza. Le 8, parce que, je veux dire, la force, la puissance, en fait, de l'attaque du Hamas, le 7, c'est sûr qu'Israël allait répliquer. La question de savoir maintenant, c'est est-ce que c'est la bonne décision, la manière dont ils l'ont fait? Puis là, on rentre dans Gaza après le 7. Guillaume Lavallée, merci pour l'entrevue. C'est un livre doux amer que vous signez sur ce conflit tragique, très humain aussi. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.